Serran vient de l'annoncer et ma présentation se fera sur le cadre macroéconomique et programme incitatif de la Banque centrale et posture de la Banque centrale face aux chocs et contre-chocs internes et externes. Comme plan, on parlera de l'environnement macroéconomique global, on verra la posture de la Banque centrale face aux chocs et contre-chocs internes et externes et finalement, on présentera les mesures incitatives de la BRH pour la relance des investissements des agents résidents et non résidents. Et pour mettre en contexte plus ou moins l'environnement macroéconomique local et international, il faut dire que au cours de la deuxième partie de l'exercice 2023-2024, nous avons assisté à un enclenchement d'un nouveau cycle monétaire chez les principaux partenaires et commerciaux et financiers de l'économie haïtienne. Et par exemple, aux États-Unis, on a assisté à une décélération de l'inflation, tant au niveau de la zone euro et tout près de chez nous en République dominicaine. Au niveau local, nous avons assisté aussi à ce qu'on appelle une persistance de la situation stagflationniste. On verra ça tout à l'heure. Et je viens de parler de changement de cycle, un changement de nouveau cycle monétaire. Pourquoi? Parce que, comme vous l'avez peut-être entendu, c'est que ces derniers trimestres, on a assisté à une décélération de l'inflation tant aux États-Unis, en République dominicaine et dans la zone euro. Par rapport à cela, les diverses banques centrales ont décidé de baisser leur taux directeur. Par exemple, les États-Unis ont décidé pour la première fois depuis 2020 à baisser de 50 points de base leur taux directeur en septembre 2024. Et sur le graphique à droite, on présente l'évolution de l'inflation aux États-Unis en août 2024, c'est 2,2%. En ce qui concerne le taux de chômage, comme vous pouvez voir sur le graphique à gauche, il y a une tendance à la baisse depuis 2020. Et le dernier chiffre pour le taux de chômage aux États-Unis en septembre 2024, c'est 4,1%. Et puis pour le graphique à gauche, ça présente l'évolution du PIB réel, le taux de croissance du PIB réel aux États-Unis pour le deuxième trimestre. Donc, ce chiffre à plus de 3%. Et sur ce slide-là, nous avons les projections de croissance réalisées par la Banque mondiale et pour diverses régions, dont la zone Amérique latine et Caraïbes. Donc, on est censé avoir 1,9% pour 2024 et 2,6% pour 2025. Là, je parle de projection de croissance du PIB réel pour la zone Amérique latine et Caraïbes. Évidemment, il y a des projections pour d'autres zones, mais on ne va pas rester là-dessus. Oui, j'ai parlé tantôt de situation stagflationniste. Donc ça signifie quoi? Vous avez un niveau d'inflation assez élevé, mais la croissance ne suit pas. Donc, sur ce graphique-là, vous avez l'évolution du taux de croissance du PIB réel de 2018 à 2019. Vous pouvez voir que ça va faire pratiquement 6 ans de croissance négative et les projections pour 2024, ça se situe à moins de 4%. Ce graphique-là présente l'évolution de l'inflation en rythme mensuel et annuel. Donc, les derniers chiffres présentés par l'IHSI tablent sur 29,3% pour le mois d'octobre, 29,3% en rythme annuel et 0,9% en rythme mensuel. Évidemment, ce taux d'inflation reste assez élevé, mais bien loin des 49,3% qu'on a connu en janvier 2023. Et là, je vous présente succinctement la situation du système bancaire au cours de l'exercice 2023-2024. Et comme vous le savez, la dégradation continue du système du climat des affaires a forcément eu des incidences non négligeables sur le système bancaire. Les données que nous avons collectées jusqu'au 30 juin 2024 font état d'un recul du produit net bancaire de 2,7%. Et nous avons eu aussi une baisse du bénéfice net bancaire de 31,6%. Donc, ça représente plus d'1 milliard de gourdes. Et en termes d'actifs, nous avons eu aussi un repli de l'actif du secteur de 0,4% au 30 juin 2024. Et finalement,
Nous avons eu aussi une augmentation de la dollarisation de l'économie. Si nous considérons le ratio taux dépôt en devises convertis par rapport aux dépôts totaux qui représentent environ 68,76%. Un petit coup d'œil sur la performance de l'État et le financement monétaire. L'exercice 2023-2024 s'est soldé par une très bonne performance des recettes de l'État qui ont totalisé environ 160 milliards de gouttes contre 172,6 un an auparavant, soit une légère baisse de 3,82%. Et ce niveau de recettes totalise environ 96,1% des projections ou bien des prévisions budgétaires pour l'année 2023-2024. En ce qui a trait, disons, aux dépenses budgétaires, celles-ci ont diminué de 9,68% pour s'établir à 160,4 milliards de gouttes au 30 septembre 2024. Et de cela, il en est résulté un remboursement d'environ 7 milliards de gouttes au 30 septembre contre un financement d'environ 19 milliards un an auparavant. Et s'agissant du secteur externe, je vais passer le témoin à ma collègue, à ma gauche, qui va vous entretenir là-dessus. Merci, Divers. Et bonjour à tous, je suis Karine Malbranche. Et je vais vous parler un peu du secteur externe, donc n'importe taux de change, balance commerciale et les transferts. Et ensuite, on verra aussi avec moi la posture de la Banque centrale par rapport à l'évolution du cadre macroéconomique dont Divers vient de parler. En fait, quel a été le comportement du change au cours de l'année qui vient de s'écouler? Depuis 2023, nous commençons à constater dans l'économie certaines baisses de taux de change là. Donc, cette tendance-là a été poursuivie jusqu'à présent, c'est-à-dire tout au long de l'année 2023 et 2024. Donc, ce qui nous a amené au 30 septembre 2024 à une baisse du taux en glissement annuel de 2,07%. Maintenant, jusqu'à présent, même pour les 2 premières semaines de l'exercice en cours, le taux accuse un léger fléchissement de moins 0,13. Maintenant, qu'est-ce qui explique en fait cette relative stabilité du taux? Parce que depuis 2 dernières années, on a un taux qui vraiment a perdu, a perdu valeur par rapport à dollar. Qui raison fait ça? Premier bagage c'est que je nous retrouve là avec Divers, c'est bonne performance finance publique là. C'est-à-dire au niveau de l'État, au lieu d'avoir des financements, on a eu au contraire des remboursements. Donc il y a moins de dollars et moins de gouttes qui libèrent dans l'économie. De ce fait, qui va faire pression sur le dollar. Maintenant, qui l'autre bagage qui gagne encore? Il y en a bagage qui gagne tout comme cause de relative stabilité de tout ça, c'est la diminution de la demande de devises. Et qui dû à quoi? C'est-à-dire ça qu'il y a moins de demande au niveau de demande au niveau de devises. En fait, il y en a pas qui est toujours important pour moi pour me préciser pour le public. Généralement, dès que je fais intervention sur change là, c'est que le taux de change c'est un prix. C'est un prix. Donc, en fait, résulté de confrontation entre offre et demande là. Donc, si il y a un pile de demande ou après période il y a un pile de demande pour dollar dans l'économie, taux a vraiment augmenté, période de demande a diminué et puis taux diminué. Il en est de même pour l'offre. Maintenant, pour l'année qui vient de s'écouler, nous avons une sorte de conjugaison entre diminution de demande là et en fait un accroissement de offre de devises. Diminution de demande ça, dépend de recul activité économique. Donc, avec tout ce qui se passe au niveau du climat sécuritaire, donc c'est vraiment il y a un recul de l'activité, dégradation climat des affaires. Dans beaucoup d'endroits, les entreprises sont fermées, ils sont délocalisées, il y a un cas d'établissement domaine, ça fait que il y a une pression qui est moindre au niveau de demande de devises. Et puis, il y a tout à comportement attentif à gens. Donc, au moins qui te pour faire investissement qu'on y a là, que ce soit acquisition ou bien achat de voiture, achat de maison, il y a une hésitation dans le comportement agent économique parce que la situation sécuritaire, je note avec
conséquences que le gain sur l'inflation et autre chose, il y a un peu de conséquences tout sur le marché d'échange là. Donc, au comportement d'attentisme, en pile agent économique yo, chita yo dit bon, y a regarder comment bagaille yo est avant que on rentre dans de grands décisions économiques. Donc, tout ça fait que pression au niveau de demande moindre. Maintenant, il y a certaine aussi amélioration de l'offre. Et amélioration de l'offre, ça, il passé par les transferts sans contrepartie. Donc, on apprend ça un peu plus tard. Et j'aime te dire là tout, j'en dis verso dire là, bonne performance finance publique là. Il y a moins financement monétaire, de ce fait, il y a moins good, donc il y a moins pression sur le dollar. Maintenant, demande là nous dit le baisser. Comment au niveau de banque centrale là nous ka matérialiser baisse ça que nous dit que nous qui gagne au niveau de demande de devises, c'est à travers les importations. Là ici, on a en fait un graphe qui montre les exportations, les importations et le solde commercial en millions de gouttes d'octobre 2023 à juillet 2024. Et donc nous pour importation en valeur, il a baissé de 8,29% par rapport à la même période de l'année dernière, c'est-à-dire d'octobre 2023 à juillet 2024, on baisse des importations, quoique le chiffre est à 3,5 milliards de dollars, mais on baisse des importations de 8,29 milliards et 8,29%. Maintenant, qui raison, c'est quoi la cause? En fait, c'est la diminution au niveau de l'activité économique. Le fait que il y a beaucoup d'entreprises qui ferment, donc il y a moins de commandes qui fait, donc importation yo vraiment diminué. Et ça lié et avec dégradation conditions sécuritaires là n'a pas pile côté dans centre-ville, dans certains autres endroits au niveau de la plaine et autre chose, il y a un peu d'entreprises qui ferment dans zone ça. Maintenant, parallèlement aussi, ces conditions-là, cette dégradation de la situation sécuritaire, en fait, a aussi affecté les exportations. Parce que si vous prenez des entreprises qui, en fait, qui sont liées au vétiver, au mangue et autre chose, le fait qu'il y a beaucoup, en fait, au niveau du mouvement et la libre circulation de biens et de services est entravée, en fait, au niveau de la capitale, ça ralentit, en fait, aussi les activités des exportateurs. Donc, il y a eu cette baisse de 17,95% d'octobre 2023 à juillet 2024 en glissement annuel des exportations au niveau du commerce extérieur. Maintenant, comme on a dit, la cause, c'est le ralentissement de la demande aux États-Unis aussi, mais surtout les troubles sociopolitiques qui, tout au long de l'exercice, ont affecté les entreprises haïtiennes et aussi la fermeture du port et de l'aéroport. Donc, tout ça, en fait, a eu des conséquences sur les exportations en Haïti. Maintenant, comme on l'avait dit tout à l'heure, l'une des causes de cette bonne performance, on peut dire, du change, c'est l'augmentation des transferts privés sans contrepartie. Et transfert, c'est une principale composante offre de devises dans le pays. Donc, le fait que le transfert ait augmenté, conjugué avec une baisse de demande, nous avons une performance que nous gagnons au niveau de l'échange. Maintenant, d'octobre 2023 à août 2024, les transferts sans contrepartie ont totalisé 3,32 milliards de dollars, soit une hausse de 11,78% par rapport à la même période de l'année précédente. Maintenant, facteur explicatif, qui explique que le transfert a augmenté. Et pour nous préciser, c'est que près de 70% de transferts que nous recevons sont aux États-Unis. Donc, quand l'économie américaine se porte bien, donc, compatriotes nous qui l'autre bois gain plus comme dans meilleur, donc il y a plus aider gens qui vivent en Haïti. Donc, c'est peut-être ça au début et divers est vraiment présenté en fait les différentes variables macroéconomiques de l'économie américaine parce que ça va avoir des conséquences sur nous autres également en Haïti. Donc, il y a un bagage qui gagne comme facteur explicatif au transfert là, c'est le recul de l'inflation aux États-Unis. Donc, les Haïtiens qui vivent aux États-Unis viennent plus comme dans les donc, de ce fait, le pouvoir d'achat a augmenté, il y a plus qu'à aider les gens en Haïti. Deuxième bagage, c'est que pendant plus de 2 ans, pratiquement, la Fed, la Banque centrale aux États-Unis, a annoncé des baisses de taux d'intérêt. Donc, qui dit baisse de taux d'intérêt dit que le coût crédit va diminuer. Au monde qui est aux États-Unis, va payer moins scope. Donc, en termes d'intérêt. Donc, il y a plus comme pour les 2 familles en Haïti. Maintenant,
il y a eu de la croissance aussi au niveau de l'économie américaine. Et nous, tout, pensons augmentation de nombre de migrants aux États-Unis. Donc, avec différents programmes pour Biden, des gens qui quittent le pays à cause de l'insécurité ou autre chose, mais qui ont des familles chrétiennes en Haïti, toujours, le monde ça y aller, ils ont rentré dans un groupe de monde qui commence à voir comme en Haïti pour aider les familles. Donc, tout cela explique en fait cette hausse qu'on a eue au niveau des transferts. Maintenant, on l'a vu, l'inflation et bonne performance au niveau des finances publiques et autre chose. Maintenant, quelle a été la posture de la Banque centrale? Qui décision la Banque centrale prend en termes de politique monétaire au cours de dernière année, c'est-à-dire 2023-2024? Maintenant, depuis 2022, la BRH a adopté une posture, c'est-à-dire de resserrement des conditions monétaires, c'est-à-dire une politique monétaire, c'est une très académique restrictive. Donc, il a relevé le taux d'intérêt directeur, il a augmenté les réserves obligatoires sous passif libellé en dollars, et puis ensuite, il poursuit avec intervention sur le marché. L'objectif, c'est qui ça? C'est contrer la création monétaire qui alimente la demande de devises et préserver la valeur de la gourde. Si on veut faire un rappel, en fait, du niveau actuel des taux d'intérêt directeur de la BRH dans l'économie, on a les bons à 7 jours, qui, en fait, les taux sont maintenus inchangés à 6, 8 et 11% respectivement pour les bons BRH à 7, 28 et 91 jours. Maintenant, au cours de l'année 2023-2024, on a eu une augmentation en fait de l'encours des bons BRH qui est passé de 3,5 milliards de gourdes en mars à 22,05 milliards au 25 septembre 2024. En fait, ça, ce sont des liquidités qui ont été épongées, liquidités excédentaires du système bancaire qui a été épongée par la Banque centrale, puisque, en fait, on se trouve dans un contexte peu favorable aux activités d'intermédiation. Donc, il est très difficile qu'on y a là pour une banque, bail crédit et autre chose de se faire liquidités ça dans le système. Et comme nous ne pouvons pas créer plus d'inflation et puis bail bout de problème en termes de taux de change, ils ont épongé à travers les bons BRH. Maintenant, le taux de mise en pension, c'est toujours maintenu à 17% et pour les bons du trésor, c'est à 14%. Maintenant, les coefficients de réserve obligatoire sur les passifs en gourde et en monnaie étrangère sont les mêmes, c'est-à-dire demeurent à leur niveau d'août 2022. C'est 40% et 53% pour les banques commerciales, 28,5% et 41,5% pour les banques d'épargne et de logement. Maintenant, les interventions de la BRH sur le marché, et 2 ans de cela peut-être, c'est une affaire intervention d'avoir dit que BRH vend en pile dollars, parce que nous avons besoin de diminuer la volatilité coûte-là. Mais avec l'absence de financement monétaire de la Banque centrale et accalmie qui existait sur le marché, et BRH est plus positionnel en non acheteuse, on va dire net, c'est-à-dire l'acheter beaucoup plus que le vendre l'année dernière là, sur le marché changeant que l'année précédente. Donc, acquisition, ça a été fait dans le cadre que pour la Banque centrale là, consolider réserve internationale pour n'importe le tagon revirement de tendance. On dit que l'activité a commencé, qu'une demande, nous avons commencé à bien de forte volatilité. Le Banque centrale a utilisé les réserves pour l'intervenir, pour les combler et on va dire déficit d'offres qui a existé. Maintenant, parallèlement avec les mesures conventionnelles et interventions sur le marché changeant, il y a les mesures réglementaires. Et compte tenu de l'instabilité que l'entreprise fait face avec les ABEX et dégradation climat sécuritaire, BRH, en fait, à travers circulaire, on circulaire que c'est 115.5, prolonger moratoire sur les prêts éligibles jusqu'au 30 septembre 2024. Ensuite, il autorisé restructuration des prêts devenus improductibles au 31 mars 2024 en vue d'accompagner les débiteurs du système financier, entreprises et particuliers pénalisés par la dégradation de la conjoncture. Et puis, parallèlement, toujours bien des circulaires qui toujours de mise. Donc, la circulaire 114-3, peut-être que nous entendons parler de lui, sous les transferts et qui permettent de régler ces problèmes de numéraire, en dollars, et puis montrer des intermédiations financières qui existaient, le monde recevoir transfert dans l'économie, comment potentiel ça au pays.
Ensuite, des circulaires 118 sont toujours en vigueur sous respect et normes à respecter en matière de soumission des rapports relatifs aux opérations de transfert internationaux et d'échange, c'est-à-dire besoin de transfert, il y a des normes pour respecter pour soumettre données à la Banque centrale. Et circulaire 119 lui-même qui, en fait, qui est une mesure administrative aux intermédiaires de change et autres que les banques, c'est-à-dire les bureaux de change. Parce que, en fait, et pas uniquement les banques qui font les opérations de change dans l'économie, il y a aussi les bureaux de change. Et maintenant, circulaire 119 là appliqué, c'est qui norme qui seulement pour un bureau de change soumettre en fait données au Banque centrale qui s'appelle respecter en termes de position cambiste. Ça doit être les positions cambistes là, ou institution financière qui fait change, quelle banque, quel bureau de change, là en journée, position doit nulle. Donc quantité comme acheter dans la journée, c'est quantité comme ça il doit vendre. Il ne peut pas acheter 1 million pour vendre 500 000 pour qu'il 500 000 là. Si 500 000 l'arrêté, la Banque centrale a acheté automatiquement. La fait journée. Pour que ça nous vienne avec ces billes, c'est pour éviter que l'institution financière crée des raretés artificielles qui vont faire pression sur le taux de change. Maintenant, là, c'est un dispositif embryonnaire à travers la circulaire 120 qui entre en vigueur le 14 juin 2021, qui établit une norme relative à l'appel public à l'épargne et au placement et restreint. Maintenant, cette circulaire détermine les conditions dans lesquelles des titres financiers peuvent être offerts, échangés, transigés et conservés sur le marché. Maintenant, le programme Banque centrale gagne, le projet qu'elle gagne, c'est le développement du marché financier en Haïti. Et de ce fait, il faut commencer à mettre les différentes règles, les normes à suivre par les institutions. C'est pour ça qu'on vient avec ce circulaire-là qui va définir toutes les normes ça y est, qui a 3 objectifs, et protéger les investisseurs, maintenir la confiance dans le marché et éviter la concurrence déloyale. Maintenant, je dois préciser pour vous que les titres publics, c'est-à-dire les bons du trésor, ne sont pas assujettis à ces différentes réglementations au niveau de la circulaire 120. Maintenant, autre différentes dispositions de la Banque centrale prend, il y a des mesures incitatives que la BRH a mises en place pour en fait la relance des investissements. C'est ce qu'on va voir maintenant avec Mme Jérôme de la direction de contrôle de crédit. Merci de votre attention. Merci Madame Malbranche. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous êtes bien arrivés aujourd'hui. Donc, comme Mme Malbranche l'a dit, maintenant on va voir les mesures incitatives de la BRH pour la relance des investissements. Donc, depuis quelques années, comme on l'a vu tout à l'heure avec M. Diver, nous avons constaté une croissance négative, on peut dire une faible croissance et même négative récemment au niveau de l'économie, et c'est partiellement dû aux faiblesses enregistrées au niveau des secteurs productifs du pays. Okay? Donc, l'une des causes majeures de cette faiblesse s'avère être l'accès au financement. Okay? Donc, la BRH, qui est consciente de tout ça, elle est certaine que le renforcement de l'écosystème de financement des secteurs productifs permettra aux autres secteurs, à tous les secteurs productifs, d'aboutir à une croissance inclusive. Donc, c'est dans cette optique-là que la Banque centrale a pris des mesures d'aménagement des fonds de liquidité, de garantie, d'assouplissement au niveau des réserves obligatoires pour les banques pour faciliter l'acheminement du capital vers les secteurs porteurs de l'économie haïtienne. Okay, donc, je nous connais là, système intermédiation financière en Haïti, donc a dit que il est dominé à hauteur de 90% par banque. Okay, c'est banque qui baille crédit essentiellement dans le niveau système là. Mais qui s'acrivait ces banques là qui baille crédit, qui côté banque là j'ai une ressource pour bailler crédit en les à partir du dépôt. Mais dépôt est constitué à environ 80% de crédit qui baille. Donc, dépôt en l'ordre épargne
dépend d'abord son ressource à court terme. Mais là, des entreprises, par exemple, en pleine croissance, qui ça fait, les besoins des ressources à long terme pour les agrandir, pour développer l'infrastructure. Mais qu'il y a un dépôt que banque utilisé comme ressource pour financer, ne pas compatible avec besoins clients. Et que ça vient arriver comme client, banque n'a pas capable de trop risques avec nous plus parce que c'est pas un client. Comprenez? Donc, ça vient créer des freins structurels au niveau de l'écosystème financier. Et BRH qui concerne de tout ça, ils viennent mettre sous pied un agenda monétaire pour la croissance, communément appelé programme pour croissance, nous entendons parler de ça déjà, ou bien programme incitatif. C'est lui nous parlons là pour nous. OK, donc programme ça qui ça de faciliter le crédit à long terme à des conditions préférentielles aux entreprises. C'est pas pour toute entreprise, c'est entreprise qui a accès production. OK, donc qui entreprise n'a pas précisément qui secteur? C'est secteur d'exportation, secteur de la production agricole, secteur hôtelier, secteur de l'immobilier, du logement et secteur touristique et zone franche industrielle. Donc nous parlons en détail et qui réalisation nous fait déjà et qui ça qui est impliqué dans le programme ça. Donc la BRH a mis en œuvre en collaboration avec les banques parce que faut nous comprendre bien que acteurs qui jouent sur le marché, qui a évolué dans le secteur, ça y est, pas qu'à jeune BRH directement pour bénéficier de programmes, de prêts, de financement. Il faut passer par une institution financière. Donc, Banque centrale est obligée de créer une collaboration avec toute institution financière, mais pas seulement banques, pour certains secteurs impliqués, caisses d'épargne de crédit, entreprises et institutions de microfinance, impliqués aussi des sociétés de promotion d'investissement, des sociétés financières de développement pour l'arrivée joindre client final là. OK, donc tous les mécanismes financiers ça permettent Banque centrale attaquer problème financement long terme que client pas ta joindre. OK? Donc premier programme nous allons nous chiffre là, nous allons programme hôtelier. Programme hôtelier en fait, nous avons un programme de logement et hôtelier. OK? Programme de logement, c'est le premier programme qui a été mis en place en 2011, là que Banque centrale a fait constat de tout le monde qui était en difficulté, tout citoyen qui était en difficulté après le tremblement de terre au fin passé en 2010. Donc, il vient créer en collaboration avec Banque pour mettre en place des prêts disponibles à un taux préférentiel, un taux qui est faible, de 10%, OK, pour les rendre et prêts accessibles à clients finaux, OK, pour tout le monde qui a joindre un prêt pour joindre une priorité. Mais compte tenu de frais structurels nous connaissons dans le secteur, ça notamment problème cadrage, et le programme ça pas arrivé à avancer à rythme que nous voulons, mais il existait toujours. L'autre facilité parallèlement sur laquelle Banque centrale travaille, c'est il prévoit un financement, pas pour le client final là, mais pour des institutions, des investisseurs qui veulent créer des buildings, des projets, des grands projets immobiliers pour revendre. OK? Donc, les viennent mettre sous pied un financement, un fonds de financement, un fonds de liquidité pour promoteurs sur une période de 10 ans à un taux de 6%. Par ailleurs, ils viennent conscient que il y a des acheteurs. Vous connaissez, nous n'avons pas acheté un caille, ils ont demandé nous pour nous, ils ont demandé nous avance pas nous. OK? Apport personnel non. Il y a des gens qui ne peuvent pas payer 30% qu'ils ont demandé. Donc, ils viennent créer une autre facilité parallèlement qui est le programme 10-10-20. Nous connaissons tout le temps parler de lui. Et mais le programme ça facilité acheteurs là pour dire au lieu de nous payer coût part de 30%, nous avons seulement fourni 10%. Les avons un taux d'intérêt de 10% et prêt à pétanir sous 20 ans. OK? Donc, parallèlement à partir du logement,
Et bon, l'autre programme qui est très important encore, qui sont l'autre pilier, qui concerne l'autre pilier, qui c'est pilier zone franche industrielle. Nous compte qui ça qui est en zone franche, c'est un espace et des infrastructures qui sont réservées à des investissements pour production, notamment production textile. Nous connaissons Sonabi et nous connaissons Caracol, donc c'est de ça que je vais parler là. Donc, un fonds qui est alloué à financement, développement, zone franche industrielle. Donc, il y a une raison qui fait nous axer sur point ça, sur pilier ça, c'est que récemment, il y a une loi qui est votée aux États-Unis, c'est loi HOPE, qui est votée aux États-Unis, qui permet de produire haïtiens, surtout dans le secteur textile là, qu'à exporter vers les États-Unis et exonérer de droits de douane. Ça vient créer un avantage concurrentiel, un avantage comparatif par rapport à l'autre région dans la zone, à l'autre pays dans la zone. OK? Seul bagage, nous réaliser que la capacité d'accueil pour zone franche est tellement faible que les investisseurs étrangers ont hésité à rentrer. Donc, c'est pour ça que BRH mettait accent sur fonds ça qui est dédié à construction et développement zone franche. Et donc, les promoteurs qui sont intéressés à construire, à développer zone franche, ont contacté banque pour bénéficier de fonds ça, de crédits ça pour construire usine par exemple. Okay? Et taux sont taux annuels de 7% en brut. Donc, c'est très avantageux. On a un secteur qui visait, c'est le secteur exportation. Donc, nous commencé à déraper avec le secteur ça en 2016 et ça nous fait nous augmenter la capacité de production. Fonds ça permet institutions qui dans le domaine exportation augmenter la capacité de production. OK? Mais avec des taux d'intérêt de très faibles, 5 à 6%, mais aussi nous réaliser que l'institution ça leur fait commande ou bien leur a transféré commande sur l'autre bord, bonne période, côté que bon compte à recevoir qui pesant et ils viennent faire face à des problèmes de liquidité. Donc pour répondre à problème de liquidité ça, nous venons créer un fonds de roulement qui vient en leur offrant une fenêtre de financement des comptes à recevoir. Donc, comme ça, pendant une période de temps, ça, nous avançons aux 75% de cob que obtenons. OK? Donc, dans le cadre de projet ça, pour société qui fait exportation, nous signons un protocole d'accord avec des sociétés de développement financier, notamment avec FDI et avec Sofides. Par ailleurs, depuis 2015, BRH fait des aménagements au niveau des règlements pour le secteur touristique et hôtelier. Il n'y a pas de fonds qui détient à ce secteur ça en tant que tel, mais il y a des facilités à travers intermédiaires financiers, notamment banques, pour exonérer les réserves obligatoires. Le constat, ça permet de banques réduire le coût de financement pour acteurs qui sont dans le secteur ça. OK, même principe là vient appliqué pour le secteur agriculture là et agro-industriel à travers circulaire 108. L'autre circulaire qui concerne les projets ça, c'est circulaire 113 là qui habilite toute institution financière qui octroie prêt, notamment banque, il va prêt 6%, société financière de développement va 6% pour, caisse d'épargne de crédit, nous connaissons bien l'autre frais qui est ajouté. Donc taux à anti-Jean-Pierre élevé à 12%, société crédit baillot à 5%, lui permettent de bénéficier d'une fenêtre de financement avec taux d'intérêt abordable pour financer projets agriculture à court terme, à moyen terme, à long terme. OK, donc dernier point nous parlons nous Sophie dans dernier là, c'est crédit bail. Donc un accord spécial qui signe avec seule société de crédit en Haïti qui est les Sophie et qui cible le secteur agro-industrie, construction, avec santé pour financer acquisition équipement. Parce que nous connaissons qui ça Sophie fait, il y a acheté équipement, l'entreprise en développement besoin d'investir dans des équipements et
il acheter l'équipement pour lui et puis il louer. Le comme ça, il facilite acheteur. Donc, nous avons un contrat que nous signons avec Sofil pour nous faciliter jeunes entrepreneurs qui sont dans le domaine santé, construction et agro-industrie également. Et ça va nous permettre de gérer la liquidité au mieux parce qu'au lieu de débourser son gros combat en partant, il va arriver louer dans main Sofil. Donc, en gros, nous, est-ce que tu peux retourner à la diapositive précédente? En gros, nous avons grand pilier que nous touchons à travers le projet pour croissance ça. Mais si nous regardons les chiffres bien, nous pouvons que, effectivement, le programme là depuis quelques années, il y a des acteurs dans ce secteur là qui profitent de lui, mais nous avons souhaité profiter plus dans le futur. Si nous regardons à travers chaque secteur, nous voyons que le logement, nous connaissons le logement commence en premier depuis 2011, logement et il y a plus d'équipements qui fait pour lui, donc il y a plus de demandes qui fait pour lui. Il représente 28% de décaissement total qui fait chaud. À hauteur de 27%, il est suivi par développement zone franche, notamment au niveau de Caracol, au niveau de Sonapi et dans la zone des Martis-Santo. Ensuite, nous gagnons à hauteur de 17% les FCEE, qui sont FCEE, c'est facilité de crédit aux entreprises tournées vers l'exportation. OK? Et les suivis par les facilités de crédit au secteur de l'agriculture, FCA, à hauteur de 12%. Donc, je vais quitter nous garder les chiffres là. Dans la deuxième colonne, on a en cours pour année 1 à date pour l'année précédente et qui terminait le 30 septembre 2024. Donc, on peut passer à la slide suivante. Donc, en résumé, mais comment et décaissement est réparti, j'aime dit nous. On peut passer à la slide suivante. OK. Donc, en gros, je pense que nous avons une idée globale claire de qui ça est impliqué dans le programme pro-croissance. Donc, pour conclure, on peut dire que conjugué à des politiques d'ordre structurel, les efforts entrepris par la Banque centrale sont susceptibles de favoriser les afflux d'investissements directs à la diaspora. Nous connaissons comment que la diaspora fait pour les pays, il y a des liens forts avec les pays. Donc, si le climat sécurité en permet, c'est certain qu'il y a voulu investir dans le pays. Donc, l'objectif de la banque là, c'est canaliser les ressources étrangères vers des projets productifs et dynamiser l'économie haïtienne. D'inverser la tendance à la baisse du taux d'investissement global en restaurant la confiance, bien sûr, et en encourageant la reprise des investissements dans les secteurs porteurs de croissance économique, de densifier le tissu industriel et entrepreneurial de l'économie haïtienne. C'est certain, on fait à travers industrialisation, modernisation, innovation et renforcement de toute entreprise qui dans le secteur qui dans le secteur productif qui c'est pilier économie haïtienne. D'influencer positivement et significativement le processus productif à travers notamment programmes de financement adéquats, d'améliorer la situation de l'emploi à l'échelle nationale. Bien sûr, si nous arrivons à agrandir toute entreprise de production, ça va créer plus d'emplois et la profit de meilleures opportunités de travail et protéger la valeur de l'agro, d'assurer la stabilité des prix. Donc, afin de maîtriser l'inflation également. Donc, en gros, nous avons dit que objectif ça intégré dans une stratégie globale qui visait résilience pour renforcer résilience économique face aux défis macroéconomiques et bien sûr pour promouvoir le développement durable au pays. Donc comme vous l'avez vu là, mes collègues et moi nous sommes passés à travers le cadre, le contexte macroéconomique dans lequel nous vivons en Haïti. On a vu la posture de la BRH et le programme incitatif, le programme pro-croissance et mis en place par la BRH.
Donc, je ne sais pas s'il y a des questions. Je laisse la parole à M. Merci, bravo à Mme Jérôme. Bravo à M. Tiver, Mme Malbranche.